L'eau n'est pas du tout propre et saine pour être bue, ni même pour les bains rituels. On récolte ces échantillons, puis on les ramène dans notre laboratoire et après 12 ou 24 heures de maturation, on peut compter les bactéries coliformes. Oui, vous pouvez la mettre comme ça. Alors je vais faire un grand voyage à travers l'Inde du Nord. 5000 km en train, en bus, en tata, pour rencontrer ces hommes qu'on appelle les gardiens de l'eau, qui se battent pour des solutions d'avenir afin de sauvegarder cette ressource indispensable aux hommes. Ça va être un voyage à travers le Gujarat, puis le Rajasthan, la ville d'Haridwar, Varanasi, jusque de l'autre côté à l'océan Indien, dans la ville de Bhubaneswar, pour un projet d'aquaculture. Vous allez jusqu'à l'océan Indien? Oui, c'est un voyage de la goutte d'eau à l'océan. L'eau. On ignore sa valeur tant qu'on n'en manque pas. Elle est pourtant la richesse la plus précieuse de notre planète, mais aussi la plus convoitée et la plus menacée. Chacun sait que l'eau, qui est un droit, manque et va manquer. Alors comment la préserver? Vaste question à laquelle j'ai envie d'apporter des éléments de réponse en allant à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour la conserver sur ce continent de plus d'1 milliard d'âmes. J'ai choisi de venir en Inde car il est le reflet du défi mondial qui est à relever au quotidien. Alors finalement, la meilleure façon de rencontrer des personnes qui s'occupent de l'eau, c'est d'aller au puits. Namaste. Quoi, Karae? Quoi? Quoi? L'eau, elle est là-bas? Oui? Abar. Mon voyage commence ici, dans le village de Bhuj, dans le Gujarat, à la frontière du Pakistan, à la rencontre de ces gardiens de l'eau au cœur de l'Inde du Nord. Malgré le nombre important des grandes villes, le pays demeure majoritairement rural. 75% de la population vit dans les campagnes et n'a pas accès à l'eau courante. Les puits sont parfois la seule ressource et au quotidien, les femmes parcourent souvent des dizaines de kilomètres pour la recueillir. Namasté. Attends, il est super profond. Je ne vais pas rester là sans rien faire. Est-ce que je peux t'aider? Ok, yes? Allez, je vais t'aider un peu là. Je vais poser ça là. Hop. Combien de fois par jour tu viens ici au puits? Nous venons 2 fois par jour, le matin et le soir, pour prendre 20 à 25 litres d'eau potable. Alors, on est ici dans une région aride et désertique. Est-ce que parfois ça arrive que l'eau manque? Et comment vous faites alors pour gérer le manque d'eau que vous avez ici? Pendant les périodes de sécheresse, s'il n'y a plus assez d'eau au puits, nous utilisons l'eau de la municipalité qui vient des lacs, mais elle n'est pas filtrée. Alors nous réduisons de moitié notre consommation d'eau potable. Est-ce que le fait de venir chercher l'eau et de la porter, c'est pas une perte de temps pour toi? Non, nous portons par habitude. Et puis, cela nous fait faire de l'exercice. Ce qui est difficile, ce sont les longues distances. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Ok. Peux-tu mettre le deuxième pot? Allons-y, tu viens avec nous? Oh là là. Ok, je vais vous aider. Attends, prends mon sac. Ok. Here we go. Bon, j'ai la moitié du seau qui est en train de me dégouliner sur le visage, c'est parfait. Je suis complètement... Ah, the second one? I think only un seul, ça va. Je vais déjà faire avec un là, c'est bien. Oh, mais c'est hallucinant. Et c'est quoi la technique pour pouvoir pas avoir besoin de mettre les mains? Parce que moi, si je lâche les mains, il y a que tout qui tombe. Elles sont mortes de rire, les femmes. Vas-y, qu'est-ce que c'est que cette européenne là, avec son truc sur la tête? Ça doit faire 1 ou 2 kilomètres qu'on marche.
commence à faire sacrément lourd sur la tête. J'espère qu'on arrive bientôt. Après une demi-heure de marche, nous arrivons chez Savintri et Jaya, près d'un temple hindou accolé à leur maison. Bonjour tout le monde. Elle m'accueille comme l'une des leurs. Ah bah, l'eau précieuse. Manusa. Manusa. Allez. Ça va? Hein? C'est chaud. La vie est rythmée par le tintement des cloches du temple voué au culte des dieux. Il y a plus de 330 millions de divinités dans le panthéon hindou. Chacun choisit celle qu'il vénère en fonction de son cœur, de sa caste et de sa tradition familiale. Le soir, mes hôtes m'offrent un repas, à la hauteur de leur hospitalité. Alors tu sais, je suis ici, je vais faire un grand voyage à travers l'Inde du Nord pour justement voir toutes les personnes qui travaillent pour protéger l'eau. Je suis très heureuse que vous soyez venus ici pour mieux comprendre tout cela. Chez nous, il est difficile d'avoir accès à l'eau potable. Dans notre pays, chaque goutte est conservée. Que vous soyez ici, cela montre que vous prenez peut-être conscience que la situation est compliquée et qu'il faut changer les comportements et les consciences. Tu sais, dans mon pays, on gaspille beaucoup l'eau. On ouvre le robinet et on prend de l'eau comme ça, on se lave les dents, on laisse couler l'eau sans penser que peut-être un jour on en manquera. Et tu vois, aujourd'hui on est en train de se poser vraiment la question et qu'il y a plein de projets qui sont en train de fleurir dans le monde pour protéger cette ressource qui est vraiment très importante pour les hommes. J'espère que tu pourras dire chez toi combien ici, c'est un combat de chaque jour et que l'eau appartient à tous, que nous devons la préserver. C'est une ressource commune, on doit en prendre soin. Abba, merci beaucoup. Abba. Abba. Est-ce que tu es sûre que ça pose pas de problème que je dorme avec vous ce soir et que je peux rester ici? « 5 heures du matin, je retrouve Shashant Singh, directeur de recherche pour la récupération de la rosée. Alors, je vous suis pour aller voir le projet? C'est une bonne heure pour partir, car le soleil se lève dans peu de temps. Alors c'est parti. En chemin, nous traversons un champ d'éoliennes, un des projets pilotes dans cette région en développement. Nous allons voir le plus important système de récupération de rosée. Il est installé près d'une mine de charbon à Panandro, qui est une région extrêmement aride. Ce condenseur est le projet le plus important que nous ayons construit pour récolter de l'eau. Nous pensons déjà à la prochaine étape qui sera de construire une usine d'eau de rosée grâce à ce système. Alors on y va? Plus vite? Oui, plus vite. Le condenseur atmosphérique de rosée, un nom bien savant qui cache un système d'une ingéniosité étonnante. Ces grandes bâches blanches, recouvrant les collines sur plus de 850 mètres carrés, permettent de récolter près de 300 litres d'eau chaque nuit. 1 litre d'eau pour 3 mètres carrés. De quelles conditions particulières avez-vous besoin? D'être près des côtes, par exemple? Oui, c'est une des conditions principales pour obtenir de la rosée, d'être près des côtes. Les basses températures refroidissent les fines bâches et le matin, l'humidité venant de la mer s'y dépose. Est-ce que c'est un projet porteur d'espoir pour ici ou pour les pays voisins qui souffrent du manque d'eau? Bien sûr, l'eau de rosée est une source d'eau pure. Elle peut s'avérer un apport indispensable ou complémentaire aux besoins quotidiens des pays où l'eau se fait rare, comme ici. Vérifiez que les sacs de sable soient bien alignés.
Comment marche ce système de condenseur basé sur le cycle de la rosée? Je vais vous donner un exemple. Quand vous sortez une bouteille d'eau du frigidaire et que vous la posez sur la table, vous allez voir apparaître des gouttes de condensation en surface, car la bouteille étant très froide, la masse d'air autour va condenser cette humidité sur la surface. Ces petites gouttes, c'est de la rosée. Ce système de bâche est le même ici pour capter la rosée de manière très simple. C'est le même principe que l'herbe des prés qui se couvre de rosée. Le vent porte la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère sur ces grandes toiles micro-perforées et les fines gouttelettes d'eau se forment durant la nuit, grossissent et s'écoulent vers le bas grâce à l'inclinaison de la colline. Et nous avons installé des récipients qui sont raccordés ensemble pour les collecter. Chaque goutte depuis le haut du système jusqu'en bas est récupérée. C'est un projet très économique, ce sont de simples bâches de plastique et des réservoirs pour récupérer l'eau. À partir du moment où vous avez l'idée, c'est finalement assez simple à mettre en place. Oui, maintenant que nous avons trouvé le système, nous pouvons le reproduire facilement. D'ailleurs, nous menons plusieurs projets, particulièrement dans cette région côtière de Kutch où l'eau est si précieuse. Ce système pourrait permettre aux femmes de se procurer l'eau plus facilement et ne plus faire des kilomètres pour aller la chercher au puits, car ce système s'adapte sur le toit des maisons avec de simples gouttières pour collecter l'eau et alimenter ainsi directement le foyer. Plusieurs prototypes dans différents matériaux favorisant la condensation de la vapeur d'eau ont été testés. L'orientation des panneaux par rapport à la mer également. Le but étant d'obtenir un rendement optimal. Ce matériel est le BTV, comme nous l'avons vu sur les condenseurs de ce matin, et il a été développé par l'association Eau Pure en France qui travaille à faire connaître les sources d'eau alternatives. C'est le matériel technique le plus performant que nous ayons trouvé. Ici, ce ne sont pas seulement pour les analyses. Vous collectez aussi de la rosée pour votre consommation. Oui, nous collectons cette eau, nous la bouillons et nous la mettons en bouteille. Vous la mettez en bouteille? Oui. Mais vous ne m'avez pas dit ça ce matin. C'est uniquement de la rosée? Oui, tu peux la boire. C'est incroyable. Hein? Tu sais, dans la Bible, la rosée est le symbole de la fertilité. Elle est considérée comme une bénédiction. Et quand je vois une bouteille comme ça, je comprends la force de ce symbole, car c'est incroyable d'imaginer qu'avec seulement de la rosée, tu puisses la mettre en bouteille et qu'elle soit potable. Je peux la goûter? Oui. Le goût est très doux. Elle est très pure. La rosée est pure. Il faut la collecter intelligemment pour qu'elle reste propre. Et alors, qu'en est-il de votre projet dans cette école? Oui. Vous m'avez parlé de cet autre système sur le toit des bâtiments. Oui, oui. Tu peux venir demain matin, je te montrerai ce que nous avons fait. Tu pourras voir le système par toi-même. Le soir tombe avec la promesse d'une nouvelle rosée. On se retrouve en famille et nos yeux se plissent alors pour une nuit de repos. Merci beaucoup pour ton accueil, pour la nuit passée ici. Merci beaucoup. L'intensité de ces soirées suffit à faire jaillir les larmes quand viennent l'aube et la séparation. Abar. J'accompagne Priyanka et Gita, les deux filles de la maison, à leur école dont les toits ont été transformés en condenseurs de rosée. Tu es là, ma chérie? Ok. Bonjour. Comment
allez-vous? Je suis heureux de te voir. Moi aussi. Dans une plus petite mesure, le projet des condenseurs installés sur les toits est une invitation à l'autonomie pour les familles. À chaque lever de soleil depuis 2 ans, la rosée récoltée à l'école par les élèves est un espoir. Namasté. C'est comme cela tous les matins, les plus grands viennent récupérer l'eau de rosée? Oui, c'est l'eau de cette nuit. Ils la collectent chaque jour, de 30 à 50 litres. Et puis ils l'utilisent pour arroser les plantes du jardin. Est-ce que toi, tu pensais avant, quand tu voyais de la rosée le matin, que c'était possible de récolter et d'en faire de l'eau pour boire, pour arroser les plantes, pour l'utiliser dans la vie quotidienne? Tout le monde sait ce que c'est la rosée et qu'elle se dépose sur l'herbe. On la voit sur les plantes, mais on ne savait pas qu'on pouvait la récolter en si grande quantité et l'utiliser comme ça. Nous avons aujourd'hui conscience que chaque goutte d'eau a de l'importance. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Super mignon. Partant là, tous les enfants qui t'applaudissent, je sais pas pourquoi, mais ils t'applaudissent. Ils sont adorables. Allez, en route vers le Rajasthan maintenant. Je sais pas trop comment je vais y aller, mais c'est parti. Je pars vers mon rêve d'océan vert au milieu du désert, à bord d'un de ces camions Tata, fleurons de l'industrie indienne. Pour l'heure, je dois atteindre Alwar, capitale du Rajasthan, à plus de 1000 km d'ici. J'arrête pas de doubler les camions dans tous les sens, ça me fait super peur. Est-ce que toi, t'as jamais peur quand tu conduis sur les routes en Inde? J'ai plus peur aujourd'hui. Il y a tout sur les routes, c'est dangereux, mais il faut avancer, il n'y a pas le choix. Il y a 60 ans, cette partie du Rajasthan était devenue désertique. Aujourd'hui, Alwar a des allures d'oasis prospères. Grâce au Johad, technique ancestrale de réservoir d'eau, construit en terre, creusé à la main par les villageois. Ces bassins conservent et retiennent l'eau des pluies. Elle s'infiltre peu à peu jusqu'aux nappes phréatiques, réalimentant ainsi les puits. Installés au bas des collines, ils permettent de récupérer les eaux qui s'échappaient autrefois sur les surfaces planes. 5 cours d'eau sont déjà ressortis de terre. En 15 ans, les surfaces cultivables ont été multipliées par 3. Grâce à un homme, Rajendra Singh. Quand j'ai commencé à travailler ici, il n'y avait rien. Pas de terrain, pas de végétation et pas d'arbres. Rien. C'était sec comme ce sol sous nos pieds. Les gens, ils s'en allaient. Il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de vie. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire sans eau? Plus rien n'était possible. Il y a 20 ans, Rajendra Singh est venu ici comme médecin traditionnel. Après 6 mois à travailler dans la région, tout près d'ici, dans le village voisin, j'ai rencontré un homme, Mangu Kaka. Il était très fâché contre moi. Et il m'a dit, vous les gens éduqués, vous ne faites que parler, et parler, et parler. Vous ne faites rien. Il était médecin, mais ici, si cela continuait, il n'y aurait plus eu personne à soigner. C'était pas ça le plus important. L'essentiel, c'était de faire revenir l'eau. Après cela,
Il m'a montré ce que je pouvais faire avec la terre afin de créer des structures pour retenir l'eau. Si je le faisais, l'eau reviendrait et nourrirait à nouveau les nappes phréatiques. Nous, les anciens, nous connaissions la technique des Johad. Après l'indépendance, nous avons arrêté d'en construire. Les villages étaient divisés, nous étions résignés, mais Rajendra nous a rassemblés. Je me suis mis au travail tout d'abord seul, pendant 4 ans, avant de convaincre les villageois de m'aider. Et ce n'est qu'après la belle mousson de 1988, quand tous ont vu le niveau d'eau remonter dans les puits, qu'ils se sont intéressés au processus. Et grâce au Johad, les nappes phréatiques étaient à nouveau nourries. On pouvait voir le niveau d'eau très haut dans les puits et dans les Johad. L'eau était là en abondance. Et après 20 ans, on voit le résultat. Grâce à cette décision, la nature s'est complètement régénérée. Rajendra me propose d'aller voir une construction en cours. Un nouveau Johad, parmi les 8600 déjà construits ou rénovés, à Alwar et dans les autres districts du Rajasthan. Ces habitants doivent leur prospérité à eux seuls. Le travail est bénévole et collectif. Chaque village s'organise pour la construction de son Johad. Le projet s'appuie sur l'enseignement de savoir-faire ancestraux, tombés en désuétude au cours des dernières décennies. Cette pratique est le résultat de 15 années de travail orchestré par l'ONG de Rajendra Singh pour ressusciter la région. Aujourd'hui, tous l'appellent l'homme de l'eau. Il supervise les chantiers et apporte son soutien à chacun. Regarde, tu vois ici la situation. Ces collines, il y en a 1, 2, 3, 4. Elles sont en amont du Johad. Dès qu'il pleut, l'eau s'écoule du haut des montagnes et elle est retenue par le mur de terre que nous avons construit. Là se trouve la zone de retenue et ici se trouve le mur qui retient l'eau. On construit une sorte de digue et cela forme un petit lac. Pendant la saison des pluies, le Johad est rempli complètement jusque tout là-bas. C'est la zone de retenue d'eau qui recharge petit à petit les nappes phréatiques. Et derrière le Johad, c'est là où nous verrons les bénéfices de l'eau infiltrée. Ce Johad est en construction aujourd'hui. Il n'y a pas encore de végétation, ni de champs, mais bientôt, si vous revenez l'année prochaine, vous pourrez voir toute cette terre fertile, riche de fruits et de légumes grâce au Johad. Le projet ne cesse de s'étendre. 8600 Johad construits, plus de 5 cours d'eau revenus, 1 millier de villages sauvés et 700 000 personnes concernées. Un des plus jolis miracles indiens. Situé au pied de la chaîne des Aravallis, le district d'Alwar ne reçoit que 600 mm de précipitations par an. Du moins quand la mousson est au rendez-vous, entre juillet et septembre. D'où l'importance de stocker l'eau pour lui permettre de s'infiltrer dans les sous-sols. Je rejoins le village de Mandaloise, à une centaine de kilomètres. Là se trouve l'un des plus vieux et des plus importants Johad construits dans la région. Regarde, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tiens, attention. Oh. Tu me donnes encore. Tu me donnes encore. Merci. Alors dans un mois, ça va être la mousson diluvienne. C'est un petit peu le début des grandes pluies qui vont remplir les Johad. Et demain matin, on va aller rénover les Johad de la région avant les premières moussons. Tcha. Sundar tcha. Hein? La pluie nous a épargnés cette nuit sur nos nids d'étoiles. Ici, l'eau n'est plus une denrée rare. Sur les routes poussiéreuses, on croise à nouveau des troupeaux. La vie a repris ses droits et les villages désertés d'hier se sont repeuplés.
Ce Joad est l'un des plus anciens de la région. Il est énorme ce Joad. Le Joad devient un pôle de vie. Les éleveurs y conduisent leurs troupeaux, les enfants en font leur terrain de jeu, les femmes s'y retrouvent pour leur bain quotidien. Et pour qu'il fonctionne parfaitement, il doit être rénové, consolidé régulièrement. Les villageois veillent aussi à retirer la couche de sédiments qui empêcherait l'eau de s'infiltrer dans les aquifères. Par là, depuis que vous avez construit le Joad, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de tous les jours au village? L'eau est primordiale. Depuis son retour, nous avons de nouveau des troupeaux, nous avons repris l'élevage et l'agriculture. Et tout cela près de notre village. Ça a tout changé. La vie est agréable à présent. Sur les collines environnantes, les forêts aussi regagnent du terrain. Rajendra est l'architecte de ce qui est devenu un modèle mondial en matière de préservation des ressources. Un parlement de la rivière a été créé entre 72 villages. Réunis, ce conseil autogéré interdit de planter des cultures trop gourmandes, d'employer trop de pesticides ou de vendre son terrain à une industrie. Il est le théâtre de discussions souvent vigoureuses, mais toujours démocratiques. Cette réunion, c'est avec les responsables de chaque région, de chaque village? Oui, oui, oui. Il y a un homme de l'eau, un responsable par village, et il représente les 500 personnes qui ont voté pour lui dans son village, qui possèdent, comme ici, un Joad. C'était important pour vous d'instaurer cette rencontre 2 fois par an? Oui, nous faisons 2 réunions par an où toutes les décisions sont discutées. Les situations de conflit, les travaux de préservation, les activités de développement et tout ce qu'il faut décider. Dans ce Parlement, on fonctionne de manière démocratique. Vous savez, si on travaille à développer une région, il n'y a pas qu'un village concerné, mais tous les villages. L'eau, en fait, lie l'ensemble de ces villages. Le processus de responsabilisation est lancé, à condition que la gestion en soit laissée aux bénéficiaires eux-mêmes. L'eau est le premier maillon du développement durable. La survie des savoirs de gestion traditionnels, propres aux différentes régions, l'est aussi. L'espoir est revenu, et avec lui celui des générations futures. À l'aube, je reprends la route pour la ville d'Haridwar, au nord de Delhi. Pourquoi c'est important, comme pour tous les Indiens, de venir au moins une fois à Haridwar? Dobal. Ah. Oui, Haridwar, c'est un lieu saint, un lieu de pèlerinage. Là-bas, le Gange est très puissant car il sort des montagnes. Nous profitons de visiter la ville car nous allons à un mariage. Haridwar est l'une des 7 villes saintes de l'hindouisme. Les hindous considèrent que le Gange surgit de l'Himalaya à cet endroit. La légende raconte que le fleuve sacré est né des pieds de Vishnu. J'adore ces paysages. On est tout proche de la frontière tibétaine, au pied du Gange, qui s'écoule des hauts plateaux himalayens, alimentés par les glaciers.
Il va parcourir 3000 km pour nourrir les besoins spirituels et physiques d'un peuple. Alors ici, on considère que l'eau est extrêmement pure. J'ai très envie de prendre un échantillon d'eau pour la faire analyser à Varanasi, prochaine étape de mon voyage. Je sais qu'il y a un laboratoire d'analyse là-bas. On verra bien ce qu'ils en feront, mais en tout cas, elle a l'air d'être extrêmement pure et transparente, sortie tout juste des montagnes. Plus bas dans la vallée, comme chaque soir, le même spectacle délicieux sur les bords de Haiki Paris. Ici, des milliers de prières chantées sont offertes aux divinités dans le couchant. L'eau nettoie le corps et par extension le purifie. Le fleuve est temple. Des foules se rassemblent et se disputent un bout du Gange pour y déposer leurs offrandes lumineuses. Dans l'hindouisme, l'eau tient une place centrale, surtout ici, dans le cours rapide du fleuve. Et alors voilà, petite bénédiction, et c'est parti. Je pense que ce fleuve nourrit 400 millions d'Indiens à travers son voyage de plus de 3000 km. C'est fou d'imaginer ça. J'aime ce moment où l'on quitte le confort du goudron, où le ruban d'un chemin fluvial promet des horizons inconnus, où le fleuve annonce les enchantements à venir. Le Gange est femme, elle est mère, une mère redoutable qui emporte, submerge, dévaste, mais une mère protectrice aussi, qui nourrit près de la moitié de la population indienne au cours de son voyage sinueux. Je l'accompagne au rythme de son activité quotidienne jusqu'à Varanasi, ancienne Bénarès, la terre des dieux. Varanasi est la cité de Shiva. Ici, 60 000 personnes se baignent quotidiennement sur les célèbres ghats pour y laver leurs péchés, voire y mourir. Chaque fidèle entretient avec le Gange un rapport personnel et intime. Sous ces gestes familiers, que chacun égrène à sa manière, une conviction instinctive commune à tous. Le Gange transforme ceux qui viennent à lui. Chaque jour, l'équipe de scientifiques de l'ONG de Sankat Moshan analyse des échantillons du précieux Gange. J'accompagne Anupam Kumar, le biologiste de l'équipe. Il me montre les sources importantes de pollution du Gange, principalement les arrivées des eaux usées. Tous les égouts de la ville se jettent directement dans le fleuve, sans passer par des stations d'épuration. Ce ponton est le ghat le plus fréquenté de Varanasi. On va y prélever des échantillons. Ici, l'eau n'est pas du tout propre et saine pour être bue, ni même pour les bains rituels. On récolte ces échantillons, puis on les ramène dans notre laboratoire et après 12 ou 24 heures de maturation, on peut compter les bactéries coliformes. Combien de prélèvements faites-vous le long du Gange? On prélève des échantillons à 9 points stratégiques de Varanasi, parce qu'il y a plus de 30 égouts qui se déversent tout au long des 7 km de la ville. Oui, dans le Gange.
Les scientifiques semblent alarmés. Mais qu'en pensent les pèlerins qui côtoient le fleuve chaque jour? Ça te fait pas peur de te laver dans le Gange? Non. Nous nous sommes toujours lavés ici et on n'a jamais rien eu. Le Gange, c'est notre mer sacrée. Elle est propre. Tu veux dire que le Gange est donc propre et sacré? Oui. Le Gange est la source de tous les besoins. Et pourtant, on le pollue sans se préoccuper des conséquences. Cette triste réalité, la plupart des Indiens préfèrent l'ignorer. Ils ont construit une station, elle ne fonctionne plus. Oui, mais alors, quelle est l'issue, la solution? Vous savez, le plus important, c'est d'avoir la foi, d'y croire. D'accord, mais je comprends, mais... Si vous prenez un bain, peut-être que vous allez tomber malade. C'est seulement parce que vous ne croyez pas, parce que vous n'avez pas la foi intérieure. Il y a tellement d'Européens qui se baignent dans le Gange 2 heures, 3 heures, et qui ne tombent jamais malades. C'est vrai. Comme Catherine Deneuve. Vous connaissez Catherine Deneuve? Elle était à Varanasi il y a 6 ans avec sa fille, et elle s'est baignée. Elle n'est jamais tombée malade. Et pourtant, cadavres d'animaux, poubelles et déchets en tout genre flottent quotidiennement sur le fleuve. Personne n'y prête attention. Mais que nous révèlent les analyses scientifiques? Je vais préparer les tests. Ok. Alors ça, c'est tous les échantillons qu'on a pris tout au long du Gange, à Varanasi. Et je vais lui donner, moi, mon petit échantillon que j'ai pris à Haridwar. You know, I take some Haridwar. Vous savez, j'ai prélevé un peu d'eau à Haridwar. J'étais là-bas il y a quelques jours et j'ai pris ce petit échantillon dans cette bouteille. L'eau semble nettement plus propre. Ce serait intéressant si vous pouviez l'analyser. Oui. On pourrait comparer la qualité de l'eau du Gange d'Haridwar à celle de Varanasi. Oui, ok. D'accord. Je vais l'analyser et comparer le nombre de bactéries coliformes. Ok. Si on compare déjà à l'œil nu avec un de nos échantillons, on peut tout de suite voir la différence. Dans celui-ci, les particules en suspension sont très importantes. Et là, elles sont très faibles. Les données obtenues par les tests scientifiques sont envoyées aux médias et au gouvernement. Ces écologistes dénoncent la léthargie des instances à ne pas traiter les problèmes environnementaux. Un des tests effectués permet de révéler le nombre de bactéries coliformes par litre d'eau. En aspirant le liquide, les bactéries invisibles à l'œil nu sont gardées sur la grille de comptage. Les échantillons sont ensuite placés dans un frigo de maturation pendant 24 heures. Les paumes ouvertes vers le soleil levant, Veerbhadra Mishra commence sa journée par une prière dans le Gange. Il a été proclamé l'un des 7 héros de la planète par Times Magazine pour son engagement en faveur du fleuve. À la fois prêtre et ingénieur, c'est lui qui a créé l'ONG Sandcat Motion. Il se bat depuis 1982 pour nettoyer celle qu'il considère comme sa mère. À un niveau spirituel, dans nos pratiques, le Gange est divin. C'est en effet plus qu'un fleuve. C'est la déesse Ganga descendue du ciel pour sauver l'humanité. Elle est notre mère sacrée. Elle nous donne tant de joie dans nos vies. Le fleuve est sacré et pollué, mais tous les pèlerins viennent y purifier leur corps et leur esprit. C'est tout de même un problème. Les hindous pratiquants, ceux qui sont nés dans cette tradition, et les autres personnes ne comprennent pas ce qu'est une bactérie coliforme, la signification des besoins biochimiques en oxygène, ce qu'est le pH de l'eau. Ils ne comprennent pas. En tant que scientifique et prêtre, si je disais aux gens que le Gange est pollué, que notre mer sacrée devient un égout, en une minute, quelqu'un de l'Assemblée se lèverait et me dirait « S'il vous plaît, ne dites pas cela. Cela nous choque. »
Pour eux, le Gange est le sens de la vie. Ils ne peuvent pas vivre sans lui, comme un poisson ne peut pas vivre sans eau. Ils ne s'arrêteront pas, même si vous leur parlez de choléra, de dysenterie, de typhoïde, de gale, qui sont toutes les maladies causées par la présence de ces bactéries dans le fleuve. C'est votre but, votre combat? Bien sûr. Qu'y a-t-il de plus important? Il n'y a aucun fleuve dans le monde qui prenne soin d'autant de gens. D'un point de vue physique et d'un point de vue métaphysique, c'est tellement important et urgent de prendre soin de ce fleuve. Et c'est tout simple. Empêchons les égouts des villes de se déverser dans le fleuve. Arrêtons d'un bout à l'autre du fleuve que les usines rejettent leurs déchets dans l'eau sans aucun traitement, en toute impunité. Fermons toutes ces sources de pollution sauvage. Le Gange sera alors propre et 95% de la pollution aura disparu. Cela fait 25 ans que vous vous battez. Vous êtes toujours déterminé et optimiste pour le futur? Nous sommes persévérants et nous sommes résolus. Nous n'allons pas renoncer. Et nous croyons en Dieu. Et nous croyons également au miracle. Donc un jour, cela arrivera. Et nous serons à même de nettoyer ce fleuve et montrer au reste du monde qu'ici, à Varanasi, l'eau est pure. Je suis sûre que lorsque je reviendrai, dans quelques années, la situation sera meilleure. J'en suis convaincue. Derrière le combat d'une vie, fleurit l'espoir d'une usine de traitement des eaux usées écologiques pour aider la Grande Mer à retrouver son souffle. Les plans sont prêts, mais le gouvernement ne bouge pas. Pour l'heure, le combat entrepris pour nettoyer le Gange s'intensifie. L'ONG de Verbhadra Mishra se consacre à cette tâche. Nettoyage des ghats, sensibilisation dans les écoles, cours sur l'environnement et analyse scientifique quotidienne afin que le gouvernement prenne la mesure de la pollution et agisse vraiment. Alors, quels sont les résultats des analyses des échantillons que nous avons prélevés hier? Alors, je viens de terminer de compter les bactéries coliformes, toutes celles qui sont visibles. Alors, à l'entrée de Varanasi, on dénombre 5 millions de bactéries par litre d'eau. Et à la sortie de la ville, on en compte plus de 27 millions par litre. 27 millions de bactéries par litre? Oui, 27 millions par litre. Et combien de ce type de bactéries y a-t-il dans l'eau potable? Normalement, il y en a 0. Et dans l'échantillon que vous m'avez amené d'Haridwar, le nombre de ces bactéries par litre d'eau est quasi nul. Donc, à la source du Gange, l'eau est propre. Oui. Et au cours de son voyage, petit à petit, elle est de plus en plus polluée. Ici, nous avons les données de Varanasi, mais qu'en est-il dans le delta du Gange? Pensez-vous que la pollution soit pire encore en descendant vers Calcutta? J'en ai peur, oui. Et voilà, je quitte Varanasi avec un petit pincement au cœur, cette ville que j'adore, pour la dernière étape de mon voyage en Orissa, à Bhubaneswar exactement, dans le delta du Gange, pour un projet lumineux d'aquaculture et qui pourrait être un joli projet et une jolie solution pour le Gange. Alors c'est parti. Hey, Namaste.
La ville de Bhumbaneswar, plus de 700 000 habitants. Comme toutes les grandes villes, elle souffre de ses égouts. Face aux besoins grandissants d'une population en pleine expansion, les grandes villes gaspillent sans compter. Dans les mégalopoles indiennes, les chiffres sont affolants. Parmi les 900 millions de litres d'égouts générés par jour, seulement 30% sont traités. Ici à Bhumbaneswar, la ville du Seigneur des mondes, se dessine une solution. Utiliser les millions de mètres cubes d'eau usée que la ville produit chaque jour. Oh, les jolis petits égouts, bien dégueulasses. Alors c'est ici que commence le projet d'aquaculture, en plein milieu des égouts de la ville, à la sortie de Bhumbaneswar. J'ai rendez-vous avec Dr Jenna, qui a initié le projet, le traitement des eaux usées. Grâce aux poissons et aux lentilles, je vais aller voir un peu de plus près ce que ça donne. Ce projet part du principe simple que les eaux d'égout ne sont pas simplement des eaux usées, mais aussi une source de nutriments. Cette station d'aquaculture traite les eaux d'égout de manière biologique, sans besoin d'infrastructures électriques. Ouf, oh, l'odeur est forte. Hein. Oh oui. Donc c'est ici que commence votre projet, au milieu des égouts de la ville? Oui. La ville de Bhumbaneswar produit près de 150 millions de litres d'eau usée par jour, c'est ça? Oui. C'est très important. Et que faites-vous de ces 150 millions de litres d'eau usée? Hélas, nous ne traitons pas une telle quantité. Nous n'en prenons qu'un petit pourcentage. Cette sortie d'égout évacue environ 5 à 6 millions de litres d'eau usée. Et notre idée a été d'obstruer la sortie en construisant ce mur. Et naturellement, l'eau est déviée vers notre système en venant d'ici. Donc c'est ici que l'eau est redirigée? Oui, c'est ça. Et elle va directement vers ses premiers bassins? Oui. Allons-y. Donc le processus d'épuration débute dans ces bassins. Les eaux usées arrivent ici, que se passe-t-il? Comme vous pouvez le voir, nous avons construit des murs spécifiques, une sorte de labyrinthe pour que l'eau parcourt une longue distance. Car plus l'eau voyage dans ces bassins, plus les nutriments sont absorbés par les lentilles. Et la qualité des eaux s'améliore peu à peu. Vous me montrez ces fameuses lentilles? Oui, allons là-bas. Ici, vous voyez, c'est la Spirodella, l'une des espèces de lentilles d'eau utilisées. Elle est reconnaissable à sa grande taille. Ici, vous voyez, c'est la Wolffia, c'est la plus petite des plantes à fleurs. Chaque jour, 5 millions de litres d'eau d'égout subissent un premier traitement dans ces étangs contenant des lentilles d'eau. Elles se multiplient, absorbant les nutriments en suspension, comme le nitrogène ou le phosphore. Cette action purifie suffisamment les eaux pour la deuxième étape essentielle, celle des bassins de poissons. L'eau semi-traitée par les lentilles est désormais viable pour les poissons de ces bassins. Ce sont des carpes, gourmandes des autres nutriments contenus dans les eaux usées. Elles éliminent les derniers polluants. Une fois par an, ces carpes ne consommant plus assez de nutriments sont pêchées, comestibles pour être vendues. Elles permettent de financer, grâce au prix de leur vente, ce projet vert. Ce qui est génial avec ce système, c'est que c'est un mélange de pisciculture, d'aquaculture complètement naturel. Alors que ça peut se faire partout, ça coûte rien. Après des années de recherche, les scientifiques ont sélectionné 5 types de carpes vivant à des profondeurs différentes afin de se nourrir des particules en suspension. Un partage du travail pour que la majorité des polluants soient éliminés. C'est hallucinant la taille qu'ils font. Énorme. Ah, ce ventre. Et tout ça, c'est plein de déchets. Après 5 jours de traitement, nous pouvons réduire le niveau de pollution des eaux usées, et cela d'environ 90%. Et une fois purifié dans ces bassins, on peut l'utiliser pour tous les besoins quotidiens, comme l'agriculture et d'ailleurs bien d'autres activités domestiques. Donc vous en remettez également une partie dans les rivières? Oui, qui naturellement repart vers la mer. Et la mer est loin d'ici? La mer n'est pas loin, environ 50 km. Vous voyez, j'ai effectué un voyage à travers l'Inde du Nord, en suivant le cycle de l'eau depuis la goutte d'eau, et je vais aller rejoindre à présent l'océan. Oui, comme toutes ces rivières qui vont se jeter dans l'océan Indien. Eh bien, je vais emprunter le même chemin. Exactement.
Je suis ivre de ce voyage, de ces rencontres, de ces projets lumineux. C'est un symbole de terminer cette aventure ici, dans l'océan. Source de toute vie, lieu où tout va et tout retourne. Du pêcheur au pèlerin, la mer est pour tous un lieu sacré, un élément vital que les dieux ont offert aux hommes et qu'ils doivent protéger. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes n'ont pas encore accès à une eau saine et propre dans le monde. À ce rythme, en raison de l'explosion démographique et de l'industrialisation, ils seront 3 milliards en 2030. Plusieurs mouvements de citoyens, comme ici en Inde, ont compris l'urgence de protéger cette ressource et refusent de se résigner, comme Shashang, qui se bat pour chaque goutte de rosée, Rajendra et ses Johad, Verbhadra Mishra, gardien du Gange, et Jika Jena pour l'aquaculture dans nos villes. Autant de combats qui nous font prendre conscience de l'importance fondamentale de l'eau comme droit humain, pour aujourd'hui et pour demain.